Quand vous mangez correctement, quand vous êtes dans un milieu naturel agréable, quand vous êtes dans un milieu social dynamique, et quand, et ça c'est le plus important, quand vous êtes autonome, c'est-à-dire quand vous avez compris que vous êtes sur Terre pour un passage et que vous avez votre âme, je dis bien votre âme, a choisi votre incarnation et ce que vous avez à y faire pendant le temps de votre vie et que vous êtes en accord avec le programme que votre âme vous a donné, vous ne pouvez pas être malade. Et donc, la maladie, au bout du compte, c'est que c'est la distorsion entre l'âme et la vie de l'individu. Donc, la maladie est d'ordre spirituel. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça peut améliorer l'ordinaire peut-être, mais fondamentalement, la maladie est le signal qu'il faut changer votre vie pour vous rapprocher de votre programme de vie. Et c'est ça l'autonomie, d'abord. J'ai une première question. J'imagine que la crise, elle n'a pas trop affecté ton quotidien. Alors, non, franchement, très personnellement, la crise m'a très peu affecté. Personnellement, hein, Hmm. après avoir ce qui se passe, je crois que l'humanité est en train de vivre un tournant d'histoire qu'elle n'a jamais vécu. Sur quel domaine en particulier? C'est-à-dire que là, bon, je suis quand même pas mal informé et, et donc je sais avec certitude, en gros, ce qui va se passer et ce qui s'est passé déjà, je le savais. Donc c'est vrai qu'on fait le plein de nos visites et de nos week-ends, de nos séminaires. On a eu un été extrêmement agréable, très riche, passionnant, mais pour moi extrêmement fatigant, puisque pendant 2 mois et demi, je n'ai pas arrêté. C'est-à-dire que fallait en même temps assurer tout l'aspect matériel et assurer aussi les interventions de 3 heures, c'est-à-dire 6 heures par jour. Ça faisait beaucoup et donc on a pris un peu de vacances. Mais si les gens viennent, c'est pour plusieurs raisons. La première raison, c'est pas par rapport à ce qui va se passer, mais c'est beaucoup plus par rapport à ce qui se passe à l'intérieur des gens, c'est-à-dire une réflexion en profondeur, ce qu'on fait. Et c'est pour ça que les gens viennent d'ailleurs, parce qu'on ne se contente pas de parler du problème matériel et de donner des solutions pour les autonomies en eau, en électricité, etc. On parle aussi de ce que c'est que la santé, que ce que c'est la nourriture, ce que c'est que les immunités. Et donc, les gens voient très bien, et nous, on voit que les gens, il y en a qui pleurent en sortant, quoi. Et donc, ils sont très touchés, très émus. Je vois que tu disais ça il y a déjà des années où tu prédisais, pas forcément ce type de crise, mais tu prédisais en tout cas ce qui aurait pu se passer. Est-ce qu'une des conséquences de la crise que tu avais vu aussi, c'est que les gens sont, il y a un engouement qui reprend pour le retour à la campagne, en fait? Oui, bien sûr, il y a la preuve, c'est le problème de l'achat des maisons. Les gens quittent Paris et veulent habiter en province. Chose qui aurait pu se prévoir, mais c'est un peu dommage que les gens réagissent sous la pression. Et donc, malheureusement, c'est les gens riches qui achètent les maisons que les pauvres, à côté de ces maisons, ne peuvent pas acheter. J'en ai des preuves multiples. Donc, c'est en gros les gens des grandes villes qui achètent dans les campagnes. Euh, Ceci étant, le télétravail, évidemment, renforce un petit peu la tendance. Mais je dirais que les gens viennent en campagne pour des raisons de commodité, mais pas du tout pour des raisons profondes qui consistent à renverser un peu la vapeur de l'organisation de la société. C'est ça un peu qui est dommage. Oui, parce que c'est ce que tu disais, c'est au-delà de l'autonomie de mettre 2 panneaux solaires et une éolienne, c'est un bouleversement profond et c'est basculer dans une autre vie que toi tu proposes. Alors, oui, tout à fait, et c'est important, merci de voir la dimension de notre attitude. En tous les cas, on a compris que, je vais reprendre une phrase de Gandhi, c'est
le témoignage n'est pas une manière de convaincre, c'est la seule. Et depuis 40 ans, 40 ou même 50 ans, qu'on vit ce qu'on dit, on s'est aperçu que les idées ont passé, surtout celles de 68, qui sont après 40 ans assez dérisoires et complètement à côté de la plaque. Personne ne posait les bons problèmes à ce moment-là, et j'en sais quelque chose puisque j'ai été étudiant en 68. Et on s'aperçoit que la pérennité, le fait de mettre en place concrètement des choses qui peuvent intéresser tout le monde, eh bien, ça commence à générer un assentiment général. Les gens qui sont de droite ou de gauche se posent des questions de ce que c'est que l'humanité, ce que les partis politiques, par exemple, ne se sont jamais posés. Et par conséquent, on est à un tournant de l'histoire de l'humanité. Ça aurait pu se passer, mais ça c'est utopique de le dire, ça aurait pu se passer plus doucement s'il y avait eu une maturité de l'humain sur cette planète, si les gens savaient qui ils étaient. C'est-à-dire que le fondement de notre message, au-delà des autonomies, mais c'est lié, ça reprend ce que disent tous les sages, hein, Socrate en particulier, c'est qui suis-je? Et moi, je traduis ça d'une autre manière plus marrante, c'est qu'est-ce que je viens foutre sur cette planète? Donc, c'est une question, moi, qui m'a toujours taraudé, et que mes parents, la génération de mes parents, et puis celle des autres, qui ont suivi, il y a très peu de gens qui ont cette espèce de distanciation par rapport à sa propre personnalité. Qu'est-ce que je viens foutre sur la Terre? Et donc là, il faut qu'il y ait une espèce de paroxysme de peur bien manipulé. Enfin, on n'est pas des enfants, on n'est pas des gamins, on sait très bien ce qui se passe, mais ça fait rien. Ça amène les gens, malgré tout, où qu'ils soient, quelle que soit la profession qu'ils se font, ils s'interrogent sur leur identité personnelle. Et donc, nous, moi, quand je dis nous, c'est Brigitte et moi, très vite, on s'est posé la question, c'est d'ailleurs sur cette base qu'on reste ensemble depuis 51 ans, puisqu'on a fêté nos 51 ans de vie commune, ce qui n'est pas commun aujourd'hui. Peut-être qu'un ciment de l'union de deux êtres de sexe différents, ça passe peut-être par l'interrogation fondamentale. Et donc, plutôt que d'être amoureux pendant quelques mois, je veux dire, on est amoureux pendant 50 ans parce que tout simplement, on a discuté avant de décider de vivre ensemble. Et c'est cette interrogation mutuelle qui fait que c'est un ciment extrêmement solide. Et ce qui fait aussi qu'on a tenu dans la distance pendant 40 ans, 50 ans, on a tenu la distance. Non seulement on a tenu la distance, mais on continue. Et à force d'enfoncer le clou, il commence à rentrer. Et bon, il y a 2 jours, on faisait une émission sur Envoyé spécial Élise Lucet. Il y a 10 jours, sur Brut, on avait 3 millions, pas 3 000, hein, 3 millions de vues. Ce qui veut dire que, alors qu'il y a 30 ans, tout le monde se foutait de notre gueule, quoi. Donc, c'est pas du tout pour avoir un aéropage de gens qui vous admirent qu'on a fait ça, puisque pendant 15-20 ans, on a vraiment été pris pour des cons, quoi. Et donc, plus ça va, plus on a de gens qui viennent. Et aussi, donc on fait partie des Colibris. Pierre Rabhi, on le connaît depuis très longtemps, il est venu 5 fois chez nous. Au-delà des Oasis, on est peut-être le plus ancien Oasis, on est sûrement d'ailleurs le plus ancien Oasis. Au-delà des écolieux, je pense que s'il y a des écolieux, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans l'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que
De plus en plus, il y a une désertification rurale. De plus en plus, il y a une intensification démographique à l'intérieur des villes. Pourquoi? Parce que avant, les gens vivaient à 30% après-guerre, 30% d'agriculteurs qui sont devenus aujourd'hui 2%. Ce qui veut dire qu'un agriculteur fait le travail de 10 agriculteurs. Et donc, ils ont tous été en ville pour faire tourner l'industrie. Et l'agriculture est devenue aussi industrielle. Donc, c'est un déséquilibre profond et les gens ont perdu le contact, le sens des réalités, qui commence par travailler la terre ou au moins vivre en monde rural. Et à partir de là, ils ont été extrêmement vulnérables par les discours intellectuels. Chose que nous, on a eu la chance d'avoir le côté pratique, la preuve, et qu'on a les pieds sur terre et on n'a pas écouté les sirènes qui hurlent depuis 50 ans en proposant des tas de modifications du comportement humain, de l'organisation sociale, etc. Et c'est pour ça qu'on a résisté. Et je pense que les gens n'ont plus les pieds sur terre au sens propre du terme, sont très vulnérables, croient fermement, qu'ils regardent la télé ou pas, croient fermement à une conception de l'humain, mais qui est complètement en train de prouver que c'est une voie sans issue. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, je suis désolé, mais heureusement que ça se passe. Et il fallait que ça se passe. Et il faut que ça se passe. Alors, moi, je souhaite que ça se passe du mieux possible. Maintenant, malheureusement, on n'est pas naïf. C'était un peu ma démarche de faire cette interview, c'est-à-dire que toi, tu tires la sonnette d'alarme depuis 50 ans sur l'autonomie de pouvoir boire, manger et avoir une énergie chez soi. Moi, j'essaye depuis 7-8 ans dans mon cabinet de tirer une sonnette d'alarme sur l'autonomie vis-à-vis de sa santé. J'ai écrit plein d'articles, j'ai fait plein de vidéos, j'ai essayé. Je vois que le message passe avec un pourcentage très faible de personnes, qu'à un moment, c'est votre décision. Moi, j'ai été choqué de voir quand les gens se plaignaient. Ils cherchaient un responsable si le vaccin ne fonctionne pas. Je me permets de parler du vaccin. Je leur disais, mais non, en fait, du moment que vous acceptez de mettre un vaccin dans votre corps, c'est vous qui êtes responsable. C'est plus personne. C'est plus personne. Tout à fait. Et tout à fait. Ouais, je pense qu'on a pris l'habitude, ça s'est fait en 40 ans, très doucement, d'être assisté en permanence. Et donc, ce qu'il y a de plus cher pour chacun des gens, et je crois que qui que ce soit, ils ne pourront pas dire le contraire, c'est votre corps. Donc, je dirais que c'est la première planète à protéger, c'est votre corps. Le corps vous appartient. Et par conséquent, ce que je mets dans mon corps va modifier ou pas ma santé. Et donc, les gens ont petit à petit fait confiance à l'industrie, fait confiance aux ingénieurs, puis évidemment, de fil en aiguille, aux médecins. Et ils ont fait confiance aux médicaments, qui étaient des pilules soi-disant magiques. Je peux vous dire que ça fait 50 ans que je n'ai pas pris de médicaments, que j'ai 75 ans et que je suis en pleine forme. Donc, quelque part, je n'ai pas besoin de discours. Il suffit que je me montre, que je dise mon âge et que les gens voient que je suis en pleine forme et que je leur dise que je n'ai jamais pris de médicaments. Par contre, je soigne mes immunités. Et quand j'ai parlé de l'agriculture tout à l'heure, c'est très important parce que la nourriture qui est dans les magasins que vous connaissez, que je ne vais pas nommer, les grands magasins, c'est de la nourriture frelatée avec, il y a eu des engrais, N, P, K, azote, phosphate, potasse, etc. Mais on a oublié aussi tous les oligo-éléments qui sont nécessaires pour l'équilibre. Donc, on a voulu donner à manger aux gens, mais pas nourrir le corps. C'est complètement différent. Donc, quand vous mangez correctement, quand vous êtes dans un milieu naturel agréable, quand vous êtes dans un milieu social dynamique, et ça c'est le plus important, quand vous êtes autonome, c'est-à-dire quand vous avez compris que vous êtes sur Terre pour un passage et que vous avez votre âme, je dis bien votre âme, a choisi votre incarnation et ce que vous avez à y faire pendant le temps de votre vie, et que vous êtes en accord
avec le programme que votre âme vous a donné, vous ne pouvez pas être malade. Et donc, la maladie, au bout du compte, c'est que c'est la distorsion entre l'âme et la vie de l'individu. Donc, la maladie est d'ordre spirituel. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça peut améliorer l'ordinaire peut-être, mais fondamentalement, la maladie est le signal qu'il faut changer votre vie pour vous rapprocher de votre programme de vie. Et c'est ça l'autonomie, d'abord. J'allais te demander ta définition de l'autonomie, c'est fait. Voilà. Comment on pousse aujourd'hui quelqu'un qui est dans une grande ville et qui est dans le système, entre guillemets, à progressivement faire ce pas vers son programme d'incarnation, vers son programme de vie? Ce serait quoi la première étape? Ben, la première étape, c'est un peu de silence, un peu de calme autour de soi, pour commencer à prendre conscience qu'on existe en dehors de tout ce qu'il y a autour de soi, et lui poser la question, qu'est-ce que tu viens faire ici? Quelle est ta personnalité? Quel est ton rôle à jouer, qu'il soit petit ou grand? Donc c'est la question qui va surprendre beaucoup de gens, mais certaines personnes vont se dire, oui, je suis un peu paumé, mais quand on se dit, je suis un peu paumé, c'est déjà pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on fait des week-ends, de nombreux week-ends, de tous les 15 jours depuis longtemps, et que hier encore, on avait du monde, et que, en gros, c'est 25 personnes qu'on a sur un week-end. Et il y a, hier, avant-hier, on avait des gens qui ont des responsabilités dans la société. Eh bien, il y a, je mens pas, plus de la moitié, si ce n'est pas les 2 tiers de gens qui sont en burn-out. C'est-à-dire qu'ils sont dans un appel de santé mentale. C'est-à-dire que, et la fois d'avant, on s'est aperçu qu'on avait 2 tiers de coachs. La conclusion, c'était on était des coachs de coachs. Et jamais on se serait baptisé comme ça, mais il s'avère que les coachs, en gros, d'une manière générale, totalement respectables, eh bien, ils aident les gens à mieux s'insérer dans une entreprise, à mieux valoriser leurs talents pour avoir une certaine notoriété, pour monter dans l'ascenseur social, etc. Et ces coachs-là font des burn-out parce qu'ils sont plus à même de se poser la question, au-delà de la réussite sociale, est-ce que je réussis fondamentalement ma vie? Et les coachs devraient poser à la question, est-ce que vous êtes à la bonne place? Est-ce que vous seriez pas conditionné à vivre dans une entreprise pour monter l'ascenseur social alors que vous avez quelque chose de choses à vivre? Et il y a des coachs qui sont en burn-out qui ne continuent pas d'être coachs. Parce qu'ils reposent la question, et je réponds à ta question, c'est quelles sont mes qualités, quelles sont mes propensions pour donner le meilleur de moi-même par rapport à moi-même, mais par rapport aussi aux autres. Et c'est peut-être pas faire des bagnoles ou être dans une entreprise d'ordinateur, etc. C'est peut-être complètement autre chose. Et je rencontre énormément de gens qui arrivaient vers la quarantaine ou la cinquantaine disent, mais moi j'aurais voulu être menuisier, moi j'aurais voulu être vigneron, moi j'aurais voulu garder des enfants, etc. Et donc la pression sociale fait qu'il n'y a pas de choix, et les gens sont pratiquement obligés de rentrer dans des filières qui sont complètement à côté de ce que serait une humanité authentique. Je redis encore, c'est pas pour te faire plaisir, mais au-delà de mettre 2 panneaux solaires et une éolienne, le travail que vous faites avec Brigitte, c'est certes l'autonomie. Moi, ce que je trouve génial, c'est quand tu as dit, on a vécu à 6 sur un demi-salaire, c'est-à-dire c'est un pied de nez à ce qu'on doit gagner dans la vie, et c'est simplement vivre, en fait. C'est ça qui finalement est le plus dur pour la majorité des gens, de simplement vivre. Ben, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Les gens se posent-ils la question d'être heureux? Parce que, en fait, plus tu vas avoir de besoins, ce que fait la société, parce que
les gens qui sont en haut de la société, ils savent très bien comment appâter les gens. Plus tu as de besoins, plus tu as des chances d'être insatisfait, puisque tu ne peux pas tous les satisfaire. assouvir. Et par conséquent, quand tu commences à rentrer dans la sobriété heureuse dont parle Pierre Rabhi, tu fais le bilan de tes besoins. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin déjà d'une bonne eau à boire, ce qui n'est pas gagné. Nous, on l'a. Mais nous, l'eau, ça ne coûte rien. Les gens, ils achètent des bouteilles. Mais donc, boire, manger. Donc, il se trouve aussi qu'on mange très, très bien, relativement peu. On n'a pas de surpoids. Et d'ailleurs, c'est un signe de santé. Et les gens, plus ils mangent, plus ils ont envie de manger. Et plus ils mangent sucré, plus ils veulent du sucre, puisqu'on met du sucre partout comme exhausteur de goût. Et puis, ensuite, boire, manger, dormir. Alors là, nous, on a fait notre maison en partie. Et il y a aussi le plaisir d'être auteur de sa vie. C'est-à-dire que, paradoxalement, ou par analogie, je construis ma vie et ma maison. Et un de nos goûts, c'est quand on construit sa maison, on se construit soi-même aussi. Donc, l'idée, c'est de personnaliser toutes ces créations, et en particulier la maison, puisqu'on y vit tous les jours. Donc, on a une maison qui ne nous a pas coûté cher parce qu'on a décidé de la faire nous-mêmes. Alors, je reconnais, bien entendu, que c'est de plus en plus difficile, mais c'est encore possible parce qu'il y a des gens qui se débrouillent très, très bien. Et boire, manger, dormir, et puis ensuite, effectivement, c'est des relations humaines. Mais les relations humaines, il faut se bouger le cul un peu. Parce que les gens, ils attendent que les autres viennent chez vous. Mais nous, on s'est engagé. Alors, je ne vous dis pas le nombre d'engagements qu'on a eu depuis qu'on est adulte. Amnesty International, les Amis de la Terre, une foule d'engagements dans les associations, et on continue d'ailleurs. Si les gens sont seuls, c'est parce qu'ils le veulent bien, parce que ça ne manque pas les associations. Donc, il faut que les gens se bougent à tous les niveaux, mais que ce soit non pas pour alimenter une société qui va nous faire tous crever, mais pour alimenter leur vie à eux. Tu disais tout à l'heure, et je fais l'analogie, je suis désolé, je fais l'analogie à chaque fois avec la maison, mais comme tu dis, la maison représente un peu notre vie. Quand vous avez fait ce choix de maison autonome, au lieu de se dire, tiens, j'ai besoin de tant kilowatts pour matcher mes besoins, vous avez refait le tri de vos besoins. Et c'est là que vous avez dit, est-ce qu'on a besoin du frigo? Est-ce qu'on a besoin de ci? Est-ce qu'on a besoin de ça? Et vous avez réduit en fait vos dépenses énergétiques. Bien sûr. Et on va paradoxalement de plus en plus loin dans la sobriété et de plus en plus dans la légèreté. L'insoutenable légèreté de l'être. C'est le titre d'un film, mais c'est pas dans le sens où le disait le film. L'important, c'est d'être léger sur la terre, parce que plus tu es léger, moins tu pèses. Moins tu te pèses à toi-même. Et beaucoup de gens sont intéressés par la technique, et je trouve que c'est assez important, le problème de la technique. Mais avant de s'intéresser à la technique, je suis très emmerdant, parce que je ne réponds pas directement à leurs questions techniques, même si je peux. Je leur dis, et vous, comment ça va votre consommation? Vous pensez, je donne l'exemple du nabab qui a beaucoup d'argent, qui a 100 mètres carrés de photopile et 3 éoliennes. Il va pouvoir gaspiller d'une manière incroyable, mais ça n'a aucun sens. L'autonomie n'a de sens que quand elle satisfait votre sobriété. Mais si c'est pour satisfaire vos envies de délire, là, c'est rester à EDF, rester au gaz de chez Poutine, mais je vous en prie, arrêtez d'insulter l'autonomie de cette manière-là. L'autonomie, c'est une éthique aussi. Donc, ce que je demande aux gens, c'est de faire le bilan de leur consommation électrique. Alors, ils ne savent même pas qu'un kilowattheure, ça évalue l'énergie. Peu importe, c'est pas grave. Et donc, nous, avec nos 4 enfants qui sont grands maintenant, et puis
avec qui tout se passe bien, je le dis, je le dis tout de suite en précisant que nos enfants n'ont pas été matraqués comme, parce que les gens disaient ah oui, mais c'est un écolo, il est intégriste, etc. Bah, la preuve que non, c'est qu'avec nos 4 enfants, on s'entend très très bien. Donc si on était intégriste, ça le serait. Eh bien, les gens, ils savent pas ce qu'ils consomment. Et à partir du moment où on met le doigt dessus, et votre aspirateur, et votre frigidaire, et votre congélateur, et votre eau avec, etc. Parce que l'eau consomme énormément d'électricité, mais les gens n'ont pas fait le rapport. Parce que pour monter l'eau dans un château d'eau, il faut des, des, des pompes qui font parfois entre 8 et 10 tonnes, quoi. Bon, les gens ne savent pas ça, donc il faut de l'électricité. Il faut de l'électricité partout. Alors, après, ben, il y a des gens qui sont déçus parce que, enfin, déçus, ils constatent gravement que pour accéder à l'autonomie, il va falloir réfléchir à un autre mode de vie. Et cet autre mode de vie, c'est celui qui préfigure la prochaine société. La prochaine société, elle sera sobre et elle protégera évidemment la nature. Alors comment ça va se passer, j'en sais rien du tout. Mais c'est sûr qu'on va passer par une période extrêmement difficile. Et la première, c'est que je pense aux gens des villes, parce que la première chose qu'on a fait avec Brigitte, c'est de quitter Paris. Et quand on quittait Paris et qu'on disait qu'on a envie d'une maison, d'un puits, d'un jardin, ils se fendaient la gueule. Les gens de la ville se marraient, disaient mais c'est des retardataires. Hein, comment tes profs là, tes parents se sont saignés, et puis toi, tu rentres dans la misère, dans une turne, en courant d'air, tu es là au milieu des ploucs, des bouseux. D'ailleurs, c'était bien vu, hein, fallait quand même déconsidérer les agriculteurs à cette époque-là pour qu'ils déménagent et qu'ils viennent en ville. Et donc, demander aujourd'hui à un Parisien ce que je viens de vous dire, une maison, un puits, un jardin, il saute dessus. Donc c'est intéressant que pendant 50 ans, 60 ans, les gens sont passés d'une attitude de dérision par rapport à la vie à la campagne et que 50 ans après, ils aspirent qu'une chose, c'est à vivre à la campagne. Mais ils veulent vivre à la campagne sans perdre leurs habitudes. Là, ça ne va pas le faire. Et là, il va y avoir des surprises. En ce moment, les gens achètent des maisons sur catalogue. Ils ne vont même pas visiter la maison. Ils sont tellement pressés de quitter Paris que quand ils arrivent, eh ben, la maison sur catalogue, on la présente toujours sous son meilleur aspect, sauf qu'il y a des fuites, il y a de l'humidité, les enduits sont à refaire, etc. Donc, c'est quand même, là, je reviens à ce que je disais, mais c'est pris d'une autre manière, l'insoutenable légèreté de l'être. En fait, les gens ont l'impression de vivre sur un wagon-lit, tout se passe bien, le moindre effort. Ben, c'est pas ça. C'est pas ça. Nous, on a fait des efforts dans notre vie, mais des efforts consentis. Alors que maintenant, les gens sont obligés de faire des efforts obligatoires. Je suis désolé, mais moi, j'aime bien vivre et j'aime bien le bonheur. J'ai envie de faire des efforts parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais des efforts que je fais moi-même à partir de moi. C'est moi qui me commande. C'est pas la société qui me commande. Donc, c'est tout l'inverse. Quand il y a 30 ans, les gens se foutaient, comme tu dis, de votre gueule parce que vous aviez une coopérative bio, parce que vous avez fait ce retour à la campagne et qu'aujourd'hui, c'est à la mode d'aller acheter ses tomates au bio et d'acheter une maison, comme tu dis, sur catalogue. Ben, dans 30 ans, ce sera quoi la nouvelle mode pour toi dont il faut faire le pas aujourd'hui? Alors là, je ne suis pas prophète parce que l'humanité a tellement été dans l'errance pendant des siècles, ça m'est difficile de concevoir la prochaine société comme un prolongement de celle-ci. À mon avis, je pense intuitivement qu'elle va être complètement différente et je ne veux pas ou je n'ose pas faire de pronostic. En tous les cas, les gens, dans 30 ans, ils auront compris beaucoup de choses grâce à la crise, ou plutôt à cause de la crise, et qu'ils vont comprendre que pour vivre, il faudra complètement changer, se poser les questions fondamentales de son existence, changer son mode de vie. Et évidemment, ça passera aussi par une réconciliation de l'homme avec la nature, chose qui n'existe pas aujourd'hui.
Il y a beaucoup de gens qui sont en ville, qui ont besoin de nature, mais encore, c'est une autre forme de consommation. Peuvent-ils rester en silence pendant 2 heures ou 3 heures dans une forêt? Non, non, pas forcément. Donc, je pense que, encore une fois, je ne sais pas trop répondre à cette question, je ne suis pas prophète, mais ça sera certainement un grand bouleversement dans l'intérieur des gens, c'est sûr. Ça ne pourra pas être autrement. Donc le premier effort à faire, ça ne sera pas un changement d'organisation sociale, ou du moins ça ne pourra se faire que si les gens, eux, ont profondément changé. Et s'il n'y a pas ce changement profond, je suis désolé, est-ce que les terriens méritent de rester sur cette planète? Qu'est-ce que tu penses de la synchronicité, de la providence dans la vie d'un homme? Je vais te répondre directement, c'est essentiel et c'est une réalité. En fait, beaucoup de gens disent ouais, vous avez un certain culot quand même d'avoir fait ça au moment où vous l'avez fait. Et donc, je leur dis que c'est notre détermination qui nous a permis de franchir un certain nombre d'étapes. Et pourquoi les gens ne franchissent pas ces étapes? Parce qu'ils n'ont pas assez de motivation. Et je vais vous donner une petite histoire qui peut largement illustrer le problème de la synchronicité. C'est Indiana Jones qui court parce qu'il est poursuivi par des malfrats qui ont des pierres dans leurs mains et qui veulent le lapider. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit. Voilà. Et puis, il court, pas de peau. Il arrive à un canyon. Là, on est dans la situation, Indiana Jones, en l'occurrence, c'est dans la situation de l'ensemble de l'humanité. Il a le choix de sa mort. Soit il meurt écrasé au fond du canyon, soit il meurt lapidé par les fous qui lui volent sa peau. Et donc, la détermination, la confiance en la vie, parce qu'on sait qui on est, on sait d'où on vient et on sait où on va, eh bien, on fait un pas dans le vide. Et le pont arrive. Et il fait un autre pas et le pont arrive. Donc, ça veut dire qu'on arrive à réaliser fondamentalement notre vie quand on la risque. Et c'est Brel qui disait, si tu veux aimer la vie, risque-la. Jusque-là, les gens, ils sont contents, ils ont boire, manger, dormir, ils ne s'occupent pas des conséquences de leur manière de vivre, et ils n'ont pas voulu se poser des problèmes. Et ils arrivent au canyon. Nous, ces étapes, on les a franchies. C'est simplement quitter Paris alors que vous êtes le seul, ça peut être de la folie, de la bêtise, de l'inconscience. Nous, on savait qu'on voulait être conscient, justement. On regardait la réalité en face et on avait raison, la preuve. Plus personne vient nous chicaner, hein. Plus aucun problème. Et donc, quelque part, on a risqué beaucoup. Je ne vous dirai pas tous les risques qu'on a pris, mais le fait de décider d'être autonome, alors que ça ne s'est jamais fait. Évidemment, les campings, il y a des campings autonomes, mais quand c'est une maison qui continue de marcher, qui marchera jusqu'à le temps de notre vie, faut être fou, parce que ça ne s'est jamais fait. Et donc, on l'a fait au moment où personne ne l'avait fait. Et donc, ça a marché. Quand vous décidez, alors que vous êtes pris pour un imbécile, d'ouvrir vos portes pour faire un festival, le premier éco-festival en France, en 1997, et que les journalistes vous dites c'est du retour à la bougie, eh bien qu'on le fait quand même, c'est-à-dire qu'on prend le risque d'être ridicule, mais on le fait parce qu'on est convaincu, et qu'on a 5000 personnes au lieu de 300, et que les journalistes disent des solutions d'avenir. C'est fou comme un journaliste peut changer de casquette en 2 jours. Bon, à chaque fois, on a risqué, mais on avait déjà tous les atouts, personnellement, très personnellement, pour se dire, il n'y a pas de raison, ça va dans le sens de l'histoire, ce qu'on fait. Bon, donc, tant que les gens sont dans un wagon-lit et ils attendent des autres que ça se passe, moi, j'estime que c'est à nous, à chacun d'entre nous, de faire sa part. Ce que disait aussi, tiens, Pierre Rabhi, chacun faire sa part comme le colibri. Donc, je vais en fin de semaine à une réunion des colibris dont je fais partie. Et donc, si chacun faisait sa part en conscience, on n'en serait pas là. Donc, c'est une question de gravité, c'est-à-dire que de profondeur. Qui je suis, tant que les gens ne se poseront pas cette question,
eh ben, c'est les autres qui, à notre place, vont résoudre des problèmes. Et de quelle manière? Oui, c'est ça, c'est quand on remet la responsabilité dans les mains de quelqu'un d'autre, il ne faut pas se plaindre du résultat après, quoi, Bien parce qu'on l'a pas sûr. choisi. J'ai quelques questions techniques, si tu me permets de te les poser, c'est-à-dire Oui, oui, il n'y a pas de problème. l'adaptation de la maison autonome dans un climat tropical soumis à des cyclones, soumis à des séismes, puisque j'observe que vous utilisez maintenant plein de nouvelles techniques de construction avec la paille, avec les briques de terre crue. Est-ce que ce sont des matériaux qui peuvent être adaptés à ces conditions aux Antilles? Est-ce que tu as des exemples? Alors, euh, comme je ne connais pas le climat tropical, ça m'est difficile d'y répondre. Ok. Maintenant, ce que je vous demande, c'est de regarder autour de vous Mm. quels sont les matériaux exploitables sur l'île de la Guadeloupe. Maintenant, nous, on a fait des maisons rondes. J'ai conçu et réalisé un habitaire à 10 000 euros. Mm. C'est une maison en paille. Déjà, les maisons rondes avec un toit conique, je veux dire, le vent a relativement peu de prise. Mm. Quand c'est une face plane, évidemment que le vent, comme une voile, Mhm. ça va faire envoler la maison. Donc c'est déjà un critère. La forme qu'a la maison, en fonction évidemment du vent, on peut imaginer des formes un peu différentes et éviter tous les angles droits. Après, il y a effectivement des fondations à faire, mais j'ai fait une maison avec un cylindre. Il y a 6 bottes, 6 hauteurs de bottes, donc ça fait 2,20 m. Et je fais un cylindre avec quelque chose comme 170 bottes. Bon, c'est vite fait. Maintenant, on peut situer la maison et tout de suite faire pousser une haie ou se mettre opposé au vent. Est-ce que dans votre région, les cyclones, les ouragans ont toujours la même direction? Bah, les cyclones partent d'Afrique, traversent l'Atlantique et arrivent dans ce sens-là. Ouais. Donc c'est à peu près les mêmes directions. Après, le cyclone peut monter vers le nord, redescendre vers le Ouais, sud, taper de ouais. plein fouet, mais c'est à peu près la même direction. Bon, il y a déjà l'emplacement Mm. de la maison. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste des maisons tropicales, mais outre la forme, euh, donc la maison dont je parle, j'en ai fait d'autres, mais la maison, on peut très bien l'arrimer. C'est-à-dire qu'on peut très bien mettre des câbles, ceinturer, surtout si elle est ronde, on peut mettre des câbles, enfoncer des... Alors, je sais que euh, j'ai du mal à imaginer ce que c'est qu'un ouragan. Nous, on a eu des vents, les maximums, c'est 140 km/h. Mm. Quand c'est 220 km/h, alors là, je ne sais plus trop ce qu'on peut faire. Mm. Mais faut faire preuve d'imagination et de responsabilité. J'ai une maison, je veux qu'elle tienne pendant un ouragan. Mm. Ben, moi, je ne sais pas, comme une éolienne. Ben, notre éolienne, donc c'est évidemment, on a coulé des bétons, mais on peut faire autrement. Regardez les chapiteaux de cirque, par exemple. Mm. Comment ils sont tenus? On a des fers à béton de presque 2 cm de diamètre, Mm. d'1,50 m. On en met une dizaine derrière la maison et on l'accroche. Mm. Pourquoi pas? Mm. C'est une solution que personne n'a vue, mais pourquoi pas? Ok. Et vous l'accrochez de telle sorte que ce soit du côté opposé au vent pour éviter qu'elle. Enfin voilà, c'est une solution. Bon, c'est le problème des fondations. Et puis après, le problème de la forme. Après, je ne sais pas s'il y a une érosion des maisons. Mm. Est-ce que l'ouragan, il y a des fortes pluies? Alors, effectivement, une maison en paille avec un enduit terre, ben, ça fonctionne un peu. Ça, c'est sûr. Donc Après, il y a peut-être la brique en terre crue non plus. la brique en terre crue non plus. Mm. Ça serait la brique cuite. La brique cuite. Donc, on pourrait imaginer, à la limite, une maison en paille avec l'isolation Mm. et donc la recouvrir d'un tuilage de Mm. briques cuites. Mm. Alors là, ça résiste parfaitement. Ou d'ardoise ou de bardeau. La composition d'une brique en terre crue ou en terre cuite, est-ce qu'il y a un ratio terre, cailloux, sable? Ou est-ce qu'il faut simplement prendre la terre qu'il y a disponible sur le terrain et... Ben, il faut quand même qu'il y ait une forte proportion d'argile ou de glaise. Mm. Si vous avez de la terre pour le potager, il faut tout de suite l'enlever, parce Mm. que c'est de la terre
vivante. Mm. Et donc, on n'a pas besoin de vers de terre, de caramboles et compagnie. Donc, il faut déjà enlever la couche superficielle et puis après, voir ce qu'il y a en dessous. Alors, nous, on a fait des enduits à partir de la glaise. Il y a eu des tempêtes, mais enfin, nos tempêtes n'ont rien à voir avec les vôtres. Hein. Bon, ça tient bien, quoique sur un secteur de vent dominant, eh bien, on a mis de la chaux, du chaud sable. Donc ça c'est encore possible. Je prône pas le ciment parce que le ciment est imperméable et crée de l'humidité et de la condensation. Mais la chaux sur une bonne épaisseur, ça peut le faire. Alors nous, ça le fait très bien. Maintenant, encore une fois, je ne suis pas spécialiste des climats tropicaux. En revanche, les éoliennes, ça, si ça peut vous servir, c'est qu'on a fait une expérience avec Brigitte l'hiver dernier. C'est que volontairement, on a baissé l'éolienne à l'entrée, à l'automne, comme en ce moment. Mettons qu'on ait baissé l'éolienne au mois d'octobre. Eh bien, on a fait l'expérience qu'avec 12 mètres carrés de photopile, on n'a pas eu besoin d'éolienne. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'éolienne. Si vous consommez comme nous. C'est ça. Voilà. Donc, évidemment qu'on n'a pas de frigidaire, qu'on n'a pas de congélateur. La télé, c'est très peu. On a l'ordinateur sur lequel je vous parle en ce moment. On a juste un smartphone pour deux, là. Qu'est-ce qu'on a? L'aspirateur, c'est pas grand-chose parce qu'on l'utilise quoi, 2 fois une demi-heure par semaine, c'est que dalle. Par contre, on a la pompe pour mettre l'eau sous pression. Bon, enfin, en tous les cas, nous en gros, on divise par 10 la consommation moyenne des Français. Donc, il faudrait que les Guadeloupéens divisent par, je ne sais pas combien, par 5 déjà, leur consommation. Ça serait la première chose à faire. Et en même temps, qu'ils restent heureux. Parce que si on est malheureux, c'est pas la peine. Ça ne le fait pas. Donc, ça, c'est intéressant parce que je sais que les éoliennes, quand il y a un énorme coup de vent, faut monter, enlever les pales, etc. Alors, nous, on a un système pour descendre le mât, ce qui est plus facile. Mais bon, simplifions la vie et voilà. Pourquoi pas une microstation d'épuration? Alors, je ne connais pas trop l'aménagement du territoire en Guadeloupe. Je sais qu'en France, eh bien, à partir des années 50, c'est l'État d'abord, je pense, qui a aménagé un circuit d'eau pour toute la nation. Donc, les villes étaient les premières servies et ensuite, ça a été les campagnes. Donc, à peu près tout le monde est desservi par le réseau qui est de plus en plus privé et qui n'est plus public. Donc, on a tous compris de quoi il retournait. Alors, aujourd'hui, le réseau, les gens me demandent, et mon eau du robinet? Mais je dis, j'en sais rien, parce qu'il y a autant d'eau qu'il y a de robinet. Et donc, il faudra faire une analyse. Et l'analyse ne tient pas compte d'un certain nombre d'éléments. Donc, je ne fais pas du tout confiance aux analyses officielles. Donc, la première raison d'avoir de l'eau qui tombe du ciel, c'est d'avoir une eau bonne à boire. Or, on est fait à 75% d'eau, et donc j'estime que l'eau qu'on le boit, c'est un gage très fort d'être en bonne santé. Donc, la question aussi, c'est que, et c'est important pour les îles, c'est qu'une fois que vous avez fait votre installation, elle va durer pendant 10, 20 ou 30, non pas un, mais générations. C'est-à-dire que vous allez avoir des citernes qui vont recevoir l'eau et qui vont durer, mais je ne veux pas dire éternellement, parce qu'il y a toujours une usure, mais regardez, les nappes phréatiques, elles durent depuis 100 000 ou 1 million d'années. Donc, c'est déjà, pour les générations futures, quelque chose de très important. Et on a une eau qui, même si on sait très bien qu'on pollue volontairement l'air, on a une eau qui, malgré ce problème-là, parce qu'on est très conscient de ce problème-là, c'est une des eaux les moins polluées. D'ailleurs, il y a des statistiques qui ont montré que les eaux des nappes phréatiques qui se trouvent en dessous de l'agriculture intensive sont 2000 fois plus polluées que l'eau de pluie. Donc ça, c'est une réponse à ceux qui diraient oui, mais elle est polluée aussi. Peut-être, mais la moindre pollution aujourd'hui, la non-pollution n'existe plus. Non, c'est ça.
Voilà. Et donc, comme vous êtes une île, eh bien, à Ouessant, le siècle dernier, il y a un bateau anglais qui a fait naufrage et les marins ont été sauvés. Ont sauvé les gens qui étaient dans le bateau. Le bateau a coulé. Et donc, la couronne britannique, pour remercier les gens de Ouessant d'avoir sauvé les vies, eh bien, ont offert à l'île de Ouessant une aire de captage de l'eau de pluie. J'étais aussi, parce que c'est un copain qui m'a invité, aux Açores. Et on a remarqué que les maisons traditionnelles étaient toutes autonomes en eau par l'eau de pluie. Parce que quand vous forez dans une île, que ce soit Ouattédic, Belle-Île ou Ouessant, vous avez une eau saumâtre qui est un mélange d'eau de mer et d'eau, un peu d'eau de pluie. Et donc, elle n'est pas bonne à boire. Donc, la plupart des gens vivaient sur les îles, étaient autonomes en eau par définition et par obligation, et buvaient une très bonne eau. Ils étaient organisés. Ils avaient tous leurs citernes et leur zone de captage. Et donc, c'était un beau cadeau que la reine d'Angleterre a fait aux gens de Ouessant, parce qu'ils avaient ce problème-là, ils n'avaient pas assez d'eau dans leurs citernes. Donc, nous, notre installation, elle va durer pour nos arrière-petits-enfants et plus encore. Et après, je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais qu'est-ce qu'une eau bonne à boire? Ça n'a rien à voir avec une eau potable. Une eau potable, en 1914, une eau était considérée comme non potable quand elle dépassait 2 mg de nitrate. Et est-ce que vous savez aujourd'hui ce que c'est qu'une eau potable? C'est une eau qui ne dépasse pas 25 mg de nitrate. Ça veut dire que l'eau est 25 fois plus polluée que ce qu'autorisait l'État en 1914. Donc, ils ne peuvent pas tenir la marée, c'est pas possible, l'eau est archi polluée. Oui, c'est comme les chiffres de la glycémie. On était diabétique au-delà de 1,25, après c'est descendu à 1,20, 1,15 et maintenant c'est 1,10. Donc oui, on modifie les chiffres pour… Ben, oui, pour donner un semblant de science, quoi. Oui, Alors que oui, c'est pas mais scientifique. c'est ça, ouais. De toute façon, une eau est potable par arrêté préfectoral, quoi. C'est tout. Voilà, alors que nous, ce qui est intéressant, c'est encore une fois le corps. Quelle est l'eau qui est bonne à boire pour le corps? Donc, il y a des tas de critères. Il y a le critère du pH, il y a le critère de la minéralisation, qui est très important, et donc quand même une certaine pureté. Et ce qui plaît beaucoup aux gens qui viennent à la maison, c'est que je parle beaucoup de la mémoire de l'eau. Hmm. Donc, il y a eu des expériences qui ont été faites au niveau mondial par un certain Masaru Emoto et qui a fait des photographies d'eau non polluée et d'eau polluée, et ce n'est pas du tout les mêmes photos. Alors, d'ailleurs, j'ai cette question pour toi. Tu récupères l'eau de pluie, tu la filtres. Comment tu remontes le pH de ton eau de pluie? Bah, c'est archi simple, c'est presque naturel. Euh, Comment ça se fait que l'eau des nappes phréatiques, le pH est neutre, à peu près de 6,9? Les minéraux? Tout ça, eh bien, c'est les minéraux et c'est essentiellement le calcaire. Le calcaire est basique. Donc, l'eau de pluie, le pH est de 2,4. Donc, c'est vrai que boire de… Ah non, il est 3,5. C'est le Coca-Cola, excusez-moi, de 2,4. Donc, ça, c'est très marrant aussi parce que on dit attention au pH de l'eau, mais je vois tous les élèves qui viennent, les lycéens ou les collégiens, ils laissent des boîtes de Coca-Cola chez nous. Nous, on s'en sert pour faire les cuivres parce que ça marche vachement bien. Et donc, les nappes phréatiques rehaussent le pH de l'eau tout simplement par les parois. Parce qu'il y a une relation respiratoire, je dirais presque, entre l'eau et la paroi. Il y a des échanges bioélectroniques, et donc c'est comme ça qu'elle se charge en minéraux et qu'elle redresse son pH. D'où la nécessité d'avoir des citernes en ciment pour pouvoir, le calcaire va redresser le pH et va permettre à l'eau de vivre. Parce que si vous enfermez l'eau dans une citerne en plastique ou en inox, l'eau va mourir faute de respiration, puisque sa respiration, c'est l'échange avec les parois. Donc, il suffit de savoir ça. On parle de l'arrivée d'eau. Maintenant, c'est la sortie d'eau. Je sais que les eaux grises, toi, tu les utilises pour aller irriguer des bassins. Et les toilettes, tu es en toilette sèche. Pourquoi ne pas avoir fait le choix de faire des petites stations pour épurer les eaux vannes? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des techniques qui permettent d'avoir une eau
vanne qui ressort quasiment purifiée. Alors, merci de faire la nuance entre les eaux vannes, c'est-à-dire clairement le pipi et le caca, les eaux vannes, et les eaux grises, c'est les eaux qui sortent de la machine à laver, de l'évier, de la douche, etc. Donc, ce sont deux eaux extrêmement différentes. Et le traitement, il y en a un qui est un traitement organique et l'autre est un traitement d'ordre chimique. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas gâcher ni l'urine, ni les matières fécales, car ce sont des éléments qu'on a pris à la terre qu'on devrait redonner. Donc, le principe des toilettes sèches, c'est maintenir le taux humifère sur la planète. Aujourd'hui, une des choses les plus graves dont on ne parle pas, c'est la perte d'humus. Alors, je ne vous dis pas aussi les raccourcisseurs de paille qui diminuent l'humus parce qu'il y a beaucoup moins de paille, etc. Tout est fait pour dégrader complètement l'environnement. Donc, les eaux vannes sont extrêmement précieuses et on doit redonner à la terre ce qu'on lui a pris en mangeant. Donc, l'idée, c'est d'avoir un endroit pour composter. Alors, évidemment, nous, on a nettement plus de 1000 personnes par an. C'est une gestion, mais même si on n'était que tous les deux, on ferait la même chose, mais évidemment en beaucoup plus petit. Donc, on a un système très novateur avec de la paille préactivée, issue d'ingénieurs agronomes que peu de personnes connaissent, mais nous, on s'évertue à le faire connaître, qui accélère les processus de décomposition. Au lieu de mettre 3 ans pour avoir du compost à partir de nos déchets fécaux et urinaires, bien, en 1 an, on a un excellent compost. Donc, ça montre aussi aux gens que je mange, je digère, je vais aux toilettes, je fais du compost que je remets dans le jardin et je fais pousser mes végétaux que je mange, que je digère. Là, on est dans l'humus, et l'humus, l'humain et l'humour, c'est une racine. C'est ça qui est intéressant. Donc, je crois que la chasse d'eau est une aberration monumentale. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on a tort. C'est qu'à un moment donné, pour des raisons pratiques et puis aussi des raisons financières, eh bien, on a imposé à tout le monde la chasse d'eau, ce qui est une absurdité. Vous allez payer l'eau pour la rendre potable et vous la salissez immédiatement dans l'urine et dans. Enfin, ça. Mais ce qui prouve aussi qu'il y a trop peu de gens qui se posent des questions. Cette question de tirer la chasse, on devrait se la poser. Alors après, les gens ils vont dire ah oui, mais monsieur Baronnet, comment on fait? Ah rassurez-vous, j'ai des solutions, mais elles sont très. Il faudrait un assentiment de l'ensemble de la population et aussi des gouvernements. Évidemment, ça serait une toute autre aménagement du territoire. Effectivement, juste une des premières villes qui existait, je dis pas que c'était la seule, mais c'était Edo qui est devenu Tokyo. Eh bien, je veux dire, la base d'une ville, c'était il y a autant de surface cultivable que de carrés de maison. C'est-à-dire qu'il y a l'empreinte cadastrale d'un immeuble ou de plusieurs maisons, il doit y avoir l'équivalent ou en forêt ou en nature. Aujourd'hui, on a dans la région parisienne, mettons 6-7 000, en fait, il y a 12 000 habitants dans la région parisienne, 2 000 habitants intramuros, mais en fait, on a 6 000 personnes qui sont continues et il n'y a que quelques parcs, le parc Vincennes, le parc de Bois de Boulogne, mais c'est très peu par rapport à la surface des gens. Donc, évidemment que si on a une maison avec de la terre à côté, on va faire un compost. Mais si on a une maison avec que du goudron sur des dizaines et des dizaines de kilomètres, on ne peut rien faire. Et donc, rien que les toilettes sèches posent le problème de l'agglomération des gens sur une trop petite surface. Est-ce que tu imagines une société où il n'y a plus de grandes villes? Je veux dire, là, les gens doivent bien rigoler parce que c'est un état de fait. On a tout fait pour caser les gens sur peu de surface, pour des tas de raisons pseudo-pratiques, parce que l'avènement de l'industrie a amené les usines dans les villes, qui sont maintenant en périphérie, mais maintenant elles sont dans le tiers-monde. Mais il faudrait complètement changer le mode de vie. Et je réponds un petit peu à la question que tu m'as posée, quelle serait
la société de demain, ce serait une société équilibrée entre les villes et les campagnes. Il n'y aurait pas de grandes villes, il n'y aurait même pas de villes moyennes, il y aurait des bourgs et des villages, exactement comme quand je suis arrivé à la campagne, il y avait tous les 12 kilomètres des villages et pendant des siècles, je ne dis pas des millénaires, j'en savais pas, mais dans des siècles, les gens étaient autonomes à 70% à moins de 20 kilomètres de chez eux. Donc il n'y avait pas de problème de transport. Il y avait le cheval, 5-6 km/h, le vélo. Et donc c'est ça qu'il faudrait. Mais après, il faudrait diminuer énormément le genre de consommation, mieux manger, mieux boire, mieux vivre, plutôt que d'avoir des bagnoles, etc. Donc ça demanderait un changement qui raisonnablement ne peut pas être envisagé à l'heure actuelle vu l'intoxication de l'information. Donc pour changer cette forme de pensée, il faudrait du temps et il faudrait que les gouvernements comprennent ce que je dis. Alors, quand je prends à part un certain nombre de gens assez haut placés dans la hiérarchie, personnellement, ils sont d'accord avec ce que je dis et ce que je fais. Simplement, ils sont coincés parce que quand ils arrivent dans leur bureau, ils ne peuvent pas tenir le langage que j'ai. Tu imagines une société sans argent? Alors, moi, je connais bien tous les systèmes alternatifs. Je pense que diminuer la part de l'argent, pour moi, le troc, l'échange, c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'il n'y a rien. Et puis, tu as des gens qui ont beaucoup, qui peuvent donner, et puis tu as des gens qui n'ont pas beaucoup. Et donc, une partie peut être en argent. Bon, il y a le jeu, il y a pas mal de systèmes. On a participé au CEL, hein, largement, au système d'échange locaux. Et la réponse est assez étonnante, je ne l'attendais pas. C'est que moi, j'avais plein de sel, puisque quand on est en campagne, je suis désolé, on a beaucoup de compétences. Et on peut réparer des machines à laver, on peut réparer un toit, on peut faire plein de choses. Mais qu'est-ce que peut m'apporter quelqu'un de la ville? Quand on sait faire beaucoup de choses, eh ben, en fait, tout le monde était débiteur. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse de mes selles? Donc, j'en suis arrivé à dire, je rends service, vous me donnez un coup de rouge, vous me donnez votre pâté ou votre œuf, même si je suis végétarien, ou presque. Mais je veux dire, c'est beaucoup plus la compétence et l'autonomie qui remplacent l'argent. Alors, encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec l'argent alternatif. Enfin, on va bien voir ce que ça va donner. Mais c'est valable sur une petite. La preuve, c'est qu'on ne peut pas acheter une voiture avec de l'argent alternatif. Qu'est-ce que tu entends par argent alternatif? Les monnaies virtuelles? Alors, je connais pas trop les monnaies virtuelles. Non, c'est bon, les selles, les monnaies qui portent toutes des noms locaux, parce qu'effectivement, au-delà d'une certaine circonférence et d'un certain type d'achat, eh bien, on a beau avoir des selles ou autres, on ne va pas acheter une voiture ou une télévision avec cet argent-là. Maintenant je suis vraiment très très pour. Hein. Je sais ce qu'a fait à Totnes, rappelle-moi son nom, en Grande-Bretagne, il est passé, j'ai oublié son nom, mais c'est lui qui est à l'origine d'ailleurs de tout un mouvement alternatif, j'ai oublié son nom, mais peut-être que les gens qui nous écoutent le savent. Et effectivement, je crois que Bristol, voir le film demain, Oui. eh bien, il parle de Bristol où il y a une monnaie alternative qui circule. Demain, le film, il y a ça, effectivement, oui. Bah, c'est marrant que ça s'appelle le sel. J'avais jamais entendu parler de cette abréviation. Ah bah si, c'est assez connu, un système d'échanges locaux. Et surtout que le sel, le vrai sel, c'était une monnaie à l'époque. Alors, la gabelle, enfin, oui, au XVIIIe siècle, d'ailleurs, les paysans avaient la gabelle. Après, je vais citer une phrase, mais le sel, vous êtes le sel de la terre, et si le sel s'affadit, avec quoi le sel-ra-t-on? Ça veut dire que ceux qui ont encore un peu du sel, il ne faut surtout pas qu'ils le gardent pour eux et qu'ils le donnent, parce que si ceux qui ont encore un peu une ferveur, un peu qui aiment le sel de la vie, il faut qu'ils le partagent. Alors sinon, si ceux-là baissent la garde, c'est foutu. Si tu devais te retrouver sur une île tout seul, quel livre tu choisirais? Si tu pouvais choisir un livre. Quel livre que je choisirais? Difficile à répondre. Évidemment, là, ça va
mais je veux pas que les gens non plus prononcent des avis trop rapides sur moi. Ici en France, on a connu le couple Meroy-Gévaudan et ils arrivent à sortir de leur corps et donc se retrouver dans un temps et dans un lieu différent. Et donc, ils arrivent à communiquer avec des situations anciennes. Et donc, Meroy, puisqu'ils sont séparés, c'est pas grave, a écrit 2 livres sur la vie de Jésus. Il est au Canada d'ailleurs maintenant. Et donc, c'est extrêmement passionnant parce que on voit l'intimité du personnage, on voit sa grandeur, on voit son action parmi les hommes, on voit son immense bonté et on voit aussi sa puissance. Chrétien ou pas, d'ailleurs, j'ai l'impression que ce livre, je veux dire, donne une certaine paix entre ceux qui sont croyants et pas croyants. D'ailleurs, ça veut dire quoi être croyant et pas croyant? J'en sais rien du tout. Mais c'est vraiment un personnage exceptionnel. D'ailleurs, il a marqué, on est en l'an 2000, on en parle encore. Et une fois qu'on a enlevé toute la gangue de religion qu'il y a autour, toute l'exploitation qu'on a fait du personnage, je trouve que étudier de cette manière-là, en lisant les 2 tomes de la vie de Jésus, par exemple, c'est intéressant. Alors maintenant, il y en a des livres, il y en a beaucoup d'autres. Je pense que Louis Fouché, qui passe régulièrement à la télé, c'est un puits de science et j'aime beaucoup sa réflexion, évidemment, que je pratique, c'est la puissance philosophique de la technique, ou du moins l'approche philosophique de la technique. La technique n'a jamais été neutre. Et donc, on s'aperçoit que les grandeurs et les décadences des civilisations sont liées à la technique. Et donc, l'idée, je pense aux Amish, eux, ils refusent plus ou moins la technique, quoique ils adoptent l'ordinateur aussi, hein, mais ils sont obligés un petit peu de composer. Mais l'idée, c'est que quand on met le doigt dans la technique, on arrive où? À maintenant. C'est-à-dire la généralisation du pistage de tout le monde sait tout sur tout le monde, il n'y a plus de vie personnelle, et en plus, il y a une organisation qui fait que très peu de personnes peuvent anéantir totalement la planète et les humains. Donc c'est ça la technique, c'est la concentration des pouvoirs aussi. Donc c'est toute une réflexion. J'invite les gens à étudier ces auteurs qui parlent de la technique. Si tu pouvais choisir un film, L'insoutenable légèreté de l'être. La Belle Verte, ça te parle? Oh bah bien sûr, parce que j'ai mangé à côté de celle qui a fait le film. Et donc, il avait 30 ans d'avance. Et la Belle Verte, c'est extraordinaire. C'est même très, très symbolique. C'est que quand elle demande sur une planète X dans le cosmos d'aller sur la Terre, il n'y a personne qui veut y aller. C'est un vrai bordel. Alors maintenant c'est quand même une grandeur d'être terrien parce que le créateur, appelons-le comme on veut, peu importe, il a pris le risque de donner la liberté aux hommes. Donc c'est un défi. Et il a pris le risque de faire sauter la planète Terre ou alors, au contraire, de la sauver. Bon, moi, je pense et je suis persuadé que ça va bien se finir. Mais à quel prix? C'est tout ce que je dis. Et donc, voilà, je trouve que la liberté est quelque chose de beaucoup plus important que les anges ou les archanges. Parce que quand on fait que le bien, on n'a pas le choix de faire le mal. Donc le drame, c'est qu'on nous a autorisé de faire le mal et de se faire du mal aussi. C'est quoi le mot que tu préfères? Ouais, je ne vais pas être très novateur. Hein. Amour. Le mot que tu détestes? La neutralité. Alors, prise, bon, là, tu me surprends, mais c'est pas à ce moment-là, c'est la soumission. Tu vois, je pensais neutralité dans le sens où, ah non, moi je prends pas parti. Donc ça revient un petit peu à la soumission, c'est-à-dire, sous-entendu, je me soumets à l'ordre établi. Donc c'est ça, c'est le mot soumission, ce qui est un petit peu l'antidote de liberté.
Si tu pouvais choisir un outil, on est toujours sur une île et tu es tout seul. Quand même, très concrètement, une pioche, c'est pas mal. Une pioche, c'est pas mal. Ouais. On peut foutre des coups de pioche aussi. Ouais. Non, non, mais on peut creuser la terre, se faire une maison rapidement, Ok. on peut se défendre si c'est le cas. Si tu pouvais choisir un aliment, Je prendrais, alors peut-être un fruit, mais je prendrais une pomme. une pomme. Par chez nous. Chez vous, c'est peut-être l'ananas, je ne sais pas. Mais un fruit commun qui a beaucoup de vitamines, qui est frais et qui donne du jus aussi, du cidre. Si tu pouvais choisir une drogue au sens très large du terme, hein, ce serait quoi? Je risque de me répéter. L'amour? L'amour. Hmm. Mais pas n'importe lequel. Hein. L'amour authentique, pas la séduction. Comme tu disais tout à l'heure, pas être amoureux quelques mois. Voilà, c'est ça. C'est ça parce que c'est un shoot. C'est les hormones qui parlent, alors que je préfère que ce soit le cœur. Et donc, parfois, le cœur, il abandonne l'hormone. Hein. C'est très fréquent. Si tu devais mourir demain, je te le souhaite pas, est-ce que tu serais satisfait de ta vie? J'ai l'audace de dire oui, vraiment. Vraiment. Et c'est quoi Dieu pour toi? Dieu, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Donc, je pense qu'on est tous des dieux sur Terre, avec justement cette liberté, et qu'on ne le sait pas assez. C'est toujours à l'extérieur, Dieu. Mais non, c'est moi qui décide de vivre ma vie. Et après, effectivement, j'ai cette notion qui me semble juste, c'est qu'on s'incarne de vie en vie, et de manière à comprendre et à progresser dans notre histoire d'âme. Et donc, notre âme, c'est Dieu. Et après, notre petite enveloppe charnelle fait qu'on a des petits caprices. Et l'idée, justement, c'est de se perfectionner pour de plus en plus faire en sorte que notre corps humain corresponde à notre âme. Voilà. Merci Patrick. Avec grand plaisir. J'espère que cet échange t'a plu aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et j'espère qu'elle plaira à tous les auditeurs. Bah, c'est l'objectif. En fait, la chaîne s'appelle Un autre regard. C'est pour aider, bah, déjà moi en premier, hein, je pense que je le fais pour moi aussi, pour aider à porter un autre regard sur tout un tas de domaines, pas que la santé, mais aider à sortir un peu de tous les conditionnements qu'on nous impose sur plein de sujets. Bravo, bravo. Continue. Merci à toi et j'espère quand je passe en France, passer te voir et te saluer en direct. Avec grand plaisir. Allez, salut. À très Au revoir. bientôt. Bye bye. Ciao.